Bonjour, Ondine, donc je suis dirigeante de MyLight Systems, spécialisée dans les énergies renouvelables. Moi je suis David Godest, le fondateur d'une entreprise technologique. Jean-Charles Collaroy, député de l'Isère, coordinateur de La République En Marche sur les sujets de transition écologique, et ravi de vous accueillir au QG de La République En Marche, 68 rue du Rocher, à Paris. Alors on est tous les deux membres de la CEC, et personnellement, moi je suis quelqu'un qui a été sensibilisé aux enjeux énergétiques, climatiques. Alors depuis ma plus jeune enfance, je viens d'une famille apolitique mais très militante pro-environnementale. Je travaille dans les énergies renouvelables. Et pourtant, la première fois où je suis arrivée à la CEC, on a vécu 48 heures extrêmement intenses, où on a vu une conférence de Valérie Masson-Delmotte et de plein d'autres. Et je m'attendais à apprendre un peu plus, mais pas tellement, puisque je me considère comme éduquée sur ces sujets. Et pourtant, j'ai pris une énorme, nous, ce qu'on appelle une gifle climatique, mais vraiment, enfin, qui m'a personnellement touchée. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais plein de données, mais que j'avais jamais intégré intimement l'urgence pour agir pour le climat. Et donc, j'aimerais vous retourner la question, vous qui êtes plutôt engagé, puisque vous avez participé à la loi climat et résilience. Est-ce que vous pensez que vous avez déjà reçu cette gifle climatique et que l'ensemble des parties prenantes à l'heure actuelle, des dirigeants, mais également des politiques, ont vraiment conscience de l'urgence climatique? Moi, c'est vrai qu'après mes études d'ingénieur, donc en 2002, j'ai eu envie de créer une société dans les économies d'énergie avec des camarades. Et c'était l'étape de la libéralisation des marchés de l'énergie en 2004. Ouais. Et donc, on a créé sur la base d'optimiser les factures. Et puis, assez rapidement, on s'est rendu compte que ce qui était encore plus intéressant que optimiser les factures d'achat d'énergie, c'était surtout diminuer le nombre de kilowattheures consommés et aider nos clients. Et donc, on a fait un pivot stratégique rapidement dans notre société pour essayer de faire des services en efficacité énergétique. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai fait, moi, une première évolution sur l'efficacité énergétique. Et puis, je l'ai fait dans le milieu professionnel, donc dans ma société que j'ai cofondée. Et puis ensuite, en politique, en 2017, lorsque je suis arrivé à l'Assemblée nationale, je me suis investi dans la commission développement durable et aménagement du territoire et je me suis spécialisé dans les sujets de transition écologique pour amplifier encore ce virage qu'on commence à prendre sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et bien là, il faut encore aller plus loin. Alors pour rebondir sur ce que disait Ondine, nous en fait ce qui a été très fort dans cette démarche-là, c'est un collectif en fait, c'est de se retrouver à 150 dirigeants, accompagnés avec 150 de nos responsables de la transformation de nos entreprises sur ces sujets-là. Et moi en fait j'ai une question par rapport finalement à vos collègues, que ce soit au sein de votre groupe mais également les autres. Est-ce que vous pensez que vous avez tous une même conscience des enjeux qui sont devant nous et de cette problématique climatique qui est d'ores et déjà aujourd'hui un quotidien pour un certain nombre de personnes, que ce soit dans leur vie, mais aussi personnelle, mais aussi d'un point de vue économique, puisqu'il y a de plus en plus d'impacts aujourd'hui liés à ces changements climatiques. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous êtes soutenu par l'ensemble des acteurs politiques? Bon, chaque responsable politique vit avec son expérience, les différentes prises de conscience qu'il a réalisées. Moi, je suis député de l'Isère, dans un territoire de montagne, donc c'est sûr que l'impact des changements climatiques est encore accéléré dans les territoires de montagne, et la prise de conscience, elle est là forte pour moi. Mais elle est aussi pour des collègues selon leur territoire et leur géographie. Et puis, pour le président de la République, c'est sûr que cette préoccupation, elle est forte, parce que nous sommes aussi comptables en France du respect de l'accord de Paris et de la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone. On réduisait de 1% par an nos émissions jusqu'en 2017 et depuis ce quinquennat, on a accéléré cette dynamique. C'est 12% sur les 5 dernières années. On est sur une trajectoire de 2% de réduction et on sait qu'il faut encore accélérer ce virage puisque le Fit for 55 au niveau européen, le jalon 2030 et la neutralité carbone en 2050, ça veut dire d'augmenter la trajectoire de réduction de 4 à 5% par an dans les 8 ans qui viennent. Et donc, ça va demander beaucoup de mobilisation des entreprises, des citoyens, des acteurs politiques. Et tous, on peut encore faire des efforts et s'améliorer. Et d'ailleurs, c'est honnêtement, ce moment où on était 150 face à toutes ces informations, est-ce que vous avez vécu ça en tant que groupe ou est-ce qu'aujourd'hui c'est des prises de conscience individuelles? C'est vraiment ce qu'on cherche à essayer de comprendre.
On en prend conscience à l'Assemblée nationale lorsqu'on fait des auditions dans le cadre de la préparation des différentes lois. On a fait une loi sur les transports, la loi d'orientation des mobilités, on a fait une loi sur la lutte contre les gaspillages et l'économie circulaire, la loi dite Poisson, AGEC. On a fait des lois sur l'énergie, la fermeture des centrales à charbon, énergie-climat. On a fait des lois climat et résilience suite à la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, quand on auditionne les différents acteurs pour préparer ces lois, et c'est la fonction des différents rapporteurs, eh bien sûr que ces témoignages, on les reçoit aussi et on en prend conscience. Mais à l'Assemblée nationale, on auditionne l'ensemble des acteurs. Certes, les climatologues, ceux qui voient les évolutions, mais aussi les filières économiques qui nous disent qu'elles ont aussi besoin de temps pour s'adapter. Et le responsable politique, il tient considération à la fois de l'urgence climatique, mais aussi de la nécessité d'accompagner les acteurs économiques pour réussir la transition. Parce que parfois, si on veut aller trop vite sur des mesures, certes, il y a urgence, il faut aller vite, mais si on veut aller trop vite ou si on les accompagne mal, eh ben, on peut être contre-productif et ne plus pouvoir mettre en place les trajectoires. Donc, en tant que responsable politique à l'Assemblée nationale, mais aussi pour le chef de l'État à la tête de la France, et puis en ce moment, en tant que président de l'Union européenne, c'est de trouver les bons leviers d'action, les bonnes dynamiques pour convaincre l'ensemble des acteurs économiques d'évoluer. Et c'est vrai que les entreprises sont d'une part des émissions de gaz à effet de serre, c'est vrai pour l'industrie, c'est vrai pour le monde économique, mais c'est aussi une grande partie des solutions. Et moi je suis très fier qu'avec la Convention des entreprises pour le climat par exemple, ou avec le Grand Défi qui est aussi une autre initiative, eh bien des entrepreneurs se réunissent pour effectivement travailler sur ces thématiques, avancer en pionnier quelque part, et que ça puisse ensuite être capitalisé à l'ensemble des secteurs économiques, et c'est ça que nous devons aussi accompagner, nous, en tant que responsables politiques. Vous parliez de la trajectoire tout à l'heure justement pour respecter les accords de Paris. Aujourd'hui on en est à 2% d'amélioration par an. Vous savez certainement que le Shift Project a annoncé que la trajectoire c'était plutôt 5%, c'est d'ailleurs ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a un certain nombre justement de partis qui portent des candidats qui ont répondu à des questions du Shift Project. Je crois que ce n'est pas le cas du côté de la candidature de Emmanuel Macron. Aujourd'hui justement, pour atteindre ces 5%, qu'est-ce qui pour vous est nécessaire pour que vraiment on y soit en 2030 et que ce ne soit pas en 2050 parce qu'il sera probablement trop tard pour respecter cette décroissance. Vous avez raison, la France a rehaussé avec l'Europe les objectifs de décarbonation dans le jalon 2030 par rapport à 2050. On a mis dans la loi, dans le précédent quinquennat, la neutralité carbone de la France. Ça veut dire une division par 6 à 8 de l'ensemble des émissions, là où en 2017, on a commencé le mandat avec un objectif de division par 4. Et donc, en 2030, l'Europe a dit que c'était le Fit for 55, une diminution de 55% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, là où on était plutôt sur un objectif de moins 40%. Donc, on voit bien qu'il va falloir accélérer la dynamique et passer d'une tendance de 2% de réduction à 4 à 5% pendant les 8 ans qui viennent. Ça veut dire une mobilisation de l'ensemble de la société, entreprises, citoyens, fonctions publiques, accompagnement des collectivités locales pour réduire les consommations. Nous sommes pour changer de modèle, passer d'un modèle de croissance à un nouveau modèle de prospérité, plus attentif aux hommes et à la nature. Mais ça veut dire que nous ne sommes pas des décroissants par rapport à d'autres partis politiques qui prônent la décroissance. Nous sommes pour de la sobriété qui n'est pas de l'austérité et pour une croissance qui est un nouveau modèle de prospérité. C'est important parce que c'est ce nouveau modèle de prospérité qui va nous permettre de dégager des marges de manœuvre financières pour financer notre modèle social. Plus de fonctions publiques, plus d'accompagnement social de la transition écologique aussi pour accompagner les plus modestes et les entreprises, et pour financer aussi les technologies de rupture dans l'efficacité énergétique, dans la sobriété, dans l'énergie. Et donc c'est cette politique ambitieuse de prospérité accompagnée avec le soutien aux entreprises, la justice sociale pour les citoyens que nous souhaitons développer, et c'est au cœur de notre programme avec la planification énergétique. The Shift Project est très attentif à ces sujets. Nous avons mis dans notre programme, dans notre 4 pages, la planification, parce que nous souhaitons programmer les investissements. Cela va de pair aussi avec la réindustrialisation du pays. Plus nous ramenons des productions industrielles en France et plus nous sommes vertueux par rapport à l'empreinte environnementale de notre pays. Il faut regarder certes les émissions de gaz à effet de serre de la France, mais aussi l'empreinte environnementale avec les produits que nous importons. Et c'est pour ça que nous sommes cohérents, parce que dans notre mix énergétique, nous sommes pour la sobriété énergétique, le développement des énergies renouvelables et les investissements dans le nucléaire, là où certains de nos opposants souhaitent démonter des éoliennes
ou souhaitent être anti-nucléaires, par exemple les Verts associés à la France Insoumise, eh bien nous disons que ce n'est pas cohérent avec la stratégie de réindustrialisation de pays et la stratégie de décarbonation. Voilà notre feuille de route, elle est claire, elle est ambitieuse et c'est celle que nous déployons aux côtés du président de la République. C'est très intéressant d'avoir utilisé le terme de prospérité plutôt que d'innovation ou de rupture technologique, qui est plutôt à la mode, hein, innovation. Et alors que vous avez commencé votre mandat en représentant de la Startup Nation, alors nous-mêmes on est une start-up et on essaye d'être vertueux, hein, on fait partie de ces boîtes à forte croissance. Aujourd'hui, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on arrive à allier cette image de Startup Nation et de créer en fait de la croissance et du business, etc., sans impacter, ou en tout cas en impactant de moins en moins même l'environnement et notre planète. Nous, ce que nous voulons faire, c'est vraiment soutenir un passage d'une économie linéaire à une économie circulaire. Aujourd'hui, l'économie, elle est majoritairement linéaire. C'est extraire, produire, consommer, jeter. Nous voulons favoriser à toutes les étapes une économie circulaire, c'est-à-dire extraire moins, produire mieux, consommer différemment et recycler efficacement. C'est déjà ce que nous avons commencé à faire avec la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, où on a mis en place de l'affichage environnemental, des indices de réparabilité, où on favorise les consommations vertueuses. Quand sur la mobilité, par exemple, on développe le véhicule électrique, on favorise le covoiturage aussi en développant le forfait mobilité durable dans les entreprises, eh bien c'est en accompagnant les sujets rénovation, mobilité, entreprise à impact et circularité de l'économie que nous arriverons à changer de modèle social. Nous le faisons avec des subventions, avec des aides parapubliques, par exemple tous les soutiens de la BPI, avec des suramortissements pour certaines entreprises que nous accompagnons aussi dans des transitions et à qui il faut laisser du temps. Donc c'est cet investissement court, moyen et long terme que nous souhaitons faire, à la fois sur une trajectoire financière, 10 milliards d'euros par an sur le quinquennat, donc 50 milliards d'euros d'investissements nouveaux publics consacrés à la transition écologique, une grande loi de programmation qui permet ensuite de donner une visibilité à l'ensemble des acteurs qui souhaitent s'investir dans la transition écologique, et puis des mesures d'accompagnement pour l'efficacité énergétique, la sobriété, dans la rénovation des bâtiments, dans la mobilité, dans les entreprises qui sont vertueuses. Tout ne passe pas par l'innovation. Il y a aussi la low-tech, le fait d'être passé d'une économie de la propriété à une économie des fonctionnalités et des usages. Eh bien, c'est tout cela que nous souhaitons accompagner et développer. Vous parliez justement à l'instant de Startup Nation. Il se trouve qu'il y a dans cette période du quinquennat un certain nombre d'entreprises de la tech justement qui donc sont des licornes pour une partie d'entre elles et sur lesquelles justement Emmanuel Macron avait beaucoup insisté. Quand on regarde parmi ces licornes, et ce qui est très bien puisqu'on a rattrapé un petit peu notre retard par rapport à d'autres pays européens, on peut quand même se poser la question de quelles sont celles qui sont vertueuses au sens Climate Nation peut-être justement dans ce cas-là. Est-ce que aujourd'hui vous avez prévu dans les 5 ans à venir plutôt d'investir, en tout cas d'accompagner, de développer plutôt des entreprises donc de croissance, c'est très bien, mais qui vont être sur une approche un peu plus globale peut-être, moins sur la consommation et un peu plus sur la prospérité ou sur la sobriété que ce qu'on peut voir aujourd'hui, alors que ce soit en France ou ailleurs, hein, ce n'est pas un focus particulier sur les sociétés françaises concernées. Ce qui est sûr, c'est que si on veut que la transition écologique soit acceptée par l'ensemble de nos concitoyens, il faut absolument que ça crée des emplois en France. Et donc, nous, ce qu'on va regarder quand on va accompagner les entreprises à impact, les licornes dont vous parlez, c'est que vraiment, ça développe du business, des entreprises en France et de l'emploi non délocalisable. Et c'est pour ça aussi qu'il nous faut être attentif à d'autres types d'indicateurs que la seule croissance du produit intérieur brut, du PIB. Il faut absolument qu'on regarde le nombre de rénovations de bâtiments réalisés, le nombre d'agriculteurs qui sont passés d'une agriculture conventionnelle à une agriculture bio, le nombre d'entreprises qui ont relocalisé des productions en France. Et c'est donc en multipliant ces indicateurs d'entreprises à impact sur le territoire que l'on arrivera à rendre acceptable cette transition écologique, ces efforts par l'ensemble de nos concitoyens. Parce qu'on l'a dit, passer de 1 à 2% de réduction des gaz à effet de serre à 4 à 5% par an pendant les 10 ans qui viennent, ça va demander une mobilisation générale du pays et il faudra qu'on soit tous soudés, mobilisés et les seuls indicateurs économiques ne suffiront pas. Passons de la croissance à la prospérité et soyons attentifs à d'autres types d'indicateurs. C'est extrêmement intéressant aujourd'hui quand on est une entreprise.
on est jugé sur un bilan, mais un bilan chiffré. On regarde au final votre EBITDA et combien je dégage de marge. Là, vous parlez de nouveaux indicateurs. Alors, vous parlez à l'échelle du pays, du nombre d'agriculteurs qui passent en bio. Mais à l'échelle d'une entreprise, aujourd'hui, à part les très très grosses entreprises qui sont soumises à des nouveaux indicateurs et qui commencent à l'être, dont entre autres l'impact carbone, etc., est-ce qu'il y a une volonté forte de dire ça ne doit pas être que les grosses entreprises, ça doit être tous les acteurs, parce qu'en fait, c'est ce qui compte. À la CEC, on parle beaucoup de compter ce qui compte. Alors Google l'a utilisé dans d'autres termes, mais là, dans le cadre du climat, c'est réel. Est-ce que le chiffre d'affaires, c'est ce qui compte, et est-ce que la pure marge, c'est ce qui compte? Oui, pour croître de manière financière, mais à un moment donné, on est dans une planète finie. Alors c'est vrai que nous, on a plusieurs mesures dans le programme pour essayer d'emmener l'ensemble de la population et les entreprises dans la transition écologique. Et en particulier, la formation des dirigeants d'entreprises, PME, grands groupes, à ces thématiques de transition écologique, comme vous l'avez fait finalement dans le cadre de la Convention des entreprises pour le climat. Donc c'est essayer de reproduire finalement ce que vous avez trouvé vertueux pour l'ensemble des dirigeants d'entreprise. C'est vrai pour les dirigeants, mais c'est vrai aussi pour le conseil d'administration ou le management des entreprises. C'est important de d'irriguer au maximum avec des sensibilisations et des formations. Il y a aussi la nécessité que les grands groupes soient vertueux pour donner l'exemple aussi et entraîner l'ensemble des entreprises. Tout ne repose pas sur les grands groupes en France, et vous avez raison de dire qu'il faut avoir les PME ensuite qui soient capables de démultiplier cet effort, et donc cette valeur d'exemple de quelques grandes sociétés peut être intéressante. Et puis il y a le sujet de la commande publique. Dans la loi climat et résilience, déjà, nous avons mis des critères environnementaux, renforcé les critères environnementaux dans la puissance publique. On sait que c'est un levier de commande et d'action très fort. Donc nous souhaitons renforcer ça et y mettre des critères locaux pour essayer de favoriser aussi le fait de pouvoir accéder à des entreprises qui sont locales, les bassins d'emploi. De plus en plus, nos concitoyens sont très attentifs au fait que la transition écologique bénéficie à leur territoire, au bassin de vie. Et je pense que ça, c'est cohérent avec le développement d'un réseau de PME, d'artisans en lien avec les grands groupes. Il faut passer d'une logique, je crois, de compétition à une logique de coopétition, c'est-à-dire de coopération dans un marché concurrentiel. Pour les citoyens, ça permet d'avoir des services nouveaux et la concurrence est une bonne chose, il y a une émulation qui se crée, mais en même temps, des acteurs concurrents peuvent s'entendre pour essayer de faire évoluer les normes sur l'aspect environnemental, pour respecter des grands enjeux. Et nous, puissance publique, on peut accompagner ces filières par des contrats de transition écologique, filière par filière, et aussi défendre les intérêts de nos entreprises françaises au niveau européen et à l'international. Parce que bien sûr, si on demande des efforts aux entreprises françaises, mais que la concurrence est faite par des entreprises juste à côté en Europe ou dans le monde, eh bien, dans ce cas-là, on va finalement défavoriser l'emploi local. Eh bien, ça, c'est ce que le président de la République s'attache à faire, en particulier en défendant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ce qu'on appelle la taxe carbone aux frontières. Et ça, c'est très important si on veut finalement faire la transition en France et que ce soit juste pour les entreprises et pour les citoyens. Vous parlez de transition justement économique d'une certaine manière. Derrière, ça implique des emplois, des transformations de secteurs d'activité importants. Pour en prendre juste un ou deux, le secteur de l'automobile, très clairement, est un secteur qui va être concerné, le passage thermique à l'électrique et peut-être justement les mobilités aussi au sens large. Donc typiquement en Europe et notamment en France, il n'y a presque plus aujourd'hui d'assembleurs de vélos. Tout a été délocalisé donc en Asie pour la plupart. Et on sait qu'il y a probablement un changement, donc un shift entre ce secteur et le secteur du vélo. Comment vous voyez justement la reconversion ou l'accompagnement de la reconversion des personnes qui vont être concernées par ces changements majeurs dans ces secteurs industriels? Alors, je citais l'automobile, mais c'est vrai dans d'autres secteurs. Il y a le secteur des semi-conducteurs qui te concerne aussi, Ondine. Comment vous allez faire, puisqu'on parle de potentiellement 800 000 personnes qui vont être concernées et avec, donc selon les chiffres, plus ou moins de recréation d'emplois. Comment vous voyez en fait cette accélération de cette transformation, puisqu'elle va avoir lieu qu'on le choisisse ou qu'on le subisse en fait?
Ça, c'est une question très importante et c'est pour ça que nous avons regardé avec un grand intérêt les travaux du Shift Project autour de Jean-Marc Jancovici, qui a éclairé filière économique par filière économique l'ensemble des destructions d'emplois et des créations d'emplois qui vont avoir lieu dans les 10 ans qui viennent à cause soit de la transition écologique, soit aussi des nouvelles technologies, le numérique par exemple. Et donc, c'est très important que des études et des experts viennent éclairer ces thématiques parce qu'effectivement, il faudra que nous soyons capables de mettre en place un grand plan de formation et de reconversion des emplois. On sait que dans des grands secteurs économiques, vous avez cité l'automobile, mais il y a aussi le secteur de la banque, par exemple, il va y avoir des destructions d'emplois et il va y avoir des opportunités, des créations d'emplois massives, plusieurs centaines de milliers dans d'autres secteurs, l'agriculture par exemple, le développement des énergies nouvelles, la rénovation énergétique. Et donc, la formation professionnelle, la reconversion va être au cœur de nos stratégies. Il faut aussi travailler sur l'orientation. Nous voulons développer absolument l'orientation vers les nouveaux métiers de la transition écologique dès le lycée ou dans les formations initiales, parce qu'on sait que des entreprises ont des besoins majeurs et aujourd'hui ont du mal à recruter. Il ne faudrait pas qu'on soit freiné finalement dans la réalisation de la transition écologique par un manque de main-d'œuvre qualifiée, que ce soit des ouvriers, des techniciens spécialisés, des ingénieurs. Et donc, nous voulons développer massivement, donner une vision sur le chemin, la trajectoire et accompagner dans la formation. Nous voulons aussi, et c'est ce que nous faisons quand nous développons finalement des grandes filières comme l'Airbus des batteries ou un plan hydrogène dans le plan 2030, nous voulons essayer de ne pas reproduire l'écueil de la relance post-crise de 2008 et ce qu'on a connu aussi sur le solaire, où finalement pas assez de sommes ont été investies dans la transition écologique dans la phase de relance, ou sur le solaire, nous avons finalement délocalisé toutes nos productions et nous dépendons aujourd'hui de l'Asie sur ces sujets. Eh bien, quand on développe des usines de batteries, quand le président de la République se bat et s'investit massivement sur les sujets d'hydrogène en mettant 10 milliards d'euros sur la table sur les 10 ans qui viennent, eh bien, c'est justement pour que l'Europe, l'Allemagne, la France soient au cœur de cette transition écologique et que nous ne soyons pas dépendants des pays asiatiques ou de l'international sur ces sujets. Donc voilà notre stratégie, elle est très claire et c'est un enjeu de souveraineté aussi pour les entreprises et pour l'avenir. Moi, en tant que responsable politique, quand on a fait des grandes lois à l'initiative du président de la République qui souhaitait qu'on avance rapidement sur la transition écologique, je me suis rendu compte que parfois, quand on voulait faire passer des mesures fortes, difficiles, ambitieuses parfois pour les secteurs économiques, eh ben, on manquait de relais des syndicats professionnels qui, des fois, mettaient en avant les difficultés pour certaines entreprises à s'adapter plutôt que celles qui étaient déjà en avance de phase. Alors vous, je crois que vous faites partie des plus vertueuses puisque vous êtes dans la Convention des entreprises pour le climat. Comment convaincre finalement l'ensemble de vos représentants, de vos syndicats, d'accompagner encore plus les responsables politiques que nous sommes? Et puis comment créer une union sacrée autour de la transition écologique? Parce que si on veut amplifier les efforts, on va avoir besoin d'une union sacrée dès l'an prochain. Alors, c'est vrai, bon, je ne sais pas si on est les plus vertueux, mais en tout cas, on a été sensibilisés, on est prêt à bouger de manière assez radicale. Il y a une notion de radicalité d'ailleurs qui est assez prégnante pour affronter cet enjeu. Ce qu'on voit, c'est que souvent les mesures sont présentées plutôt en silos. Et donc vous parlez des syndicats professionnels et en fait vous avez une série de silos les uns à côté des autres. Ce qui est extrêmement intéressant avec la CEC, c'est qu'on casse ces silos et qu'on essaye de trouver des mesures qui vont embarquer tout le monde. Parce qu'on ne peut plus raisonner en... Bien sûr, il faut s'appuyer sur les syndicats professionnels, mais si on raisonne en silos, les métiers de demain, ils ne sont plus en silos. En tout cas, c'est des silos différents. Je prends mon exemple précis d'entreprise. Aujourd'hui, on a envie de nous mettre en tant qu'entreprise dans le silo de la production d'énergie. Mais nous, on est à la fois de la production d'énergie et de l'efficacité énergétique. Et aujourd'hui, ce sont deux silos séparés, au sein même de vos ministères d'ailleurs, mais au sein de tous les syndicats professionnels. Et en réalité, il faut que ces deux silos commencent à travailler ensemble. Et c'est ce qui est extrêmement intéressant avec la CEC, c'est qu'on essaye de casser ces barrières historiques qui étaient peut-être pertinentes dans le monde d'avant, mais qui ne sont plus pertinentes dans le monde d'après. C'est très intéressant et ça me permet de rebondir sur le fait que sortir des démarches en silo ou en tuyau d'orgue, c'est important. Le dialogue entre les entrepreneurs, les responsables politiques, les citoyens, comme la Convention citoyenne pour le climat l'a montré, eh bien, ce sont des démarches que nous souhaitons accompagner et développer. Et puis, vous savez, vous avez parlé de la radicalité. Moi, je crois que la vraie radicalité, c'est la capacité de mise en œuvre. Dans la majorité présidentielle, nous sommes très fiers que le président de la République incarne cette volonté et cette capacité en France,
mais aussi à l'international. Je peux vous assurer qu'on a une meilleure image de la France à l'international que ce que nous-mêmes nous voyons en France, parce que souvent les critiques viennent caricaturer une action ou un bilan. Les sujets climatiques, ça dépasse les frontières. Si on veut diminuer les émissions de gaz à effet de serre, c'est important d'agir en France, mais aussi de montrer l'exemple à l'international. Et je peux vous assurer que la capacité de leadership du président de la République est forte sur ces sujets. Et moi, je suis fier de cela, là où parfois l'ambition manque à droite de l'échiquier et où la capacité de mise en œuvre par trop de radicalité manque à l'extrême gauche ou chez les Verts. Pour répondre à votre question et compléter ce que disait Ondine, je pense qu'on a la chance en fait justement de faire partie de cette Convention des entreprises pour le climat, qui est une expérience en tant que dirigeant d'entreprise assez exceptionnelle. Et ce qu'on a décidé, nous, c'est de pouvoir le décliner à une échelle régionale. Donc en l'occurrence, on va le faire en Bretagne. Donc à partir de septembre prochain, il y aura une Braze CEC. Et l'objectif, c'est justement d'embarquer un écosystème. Et comme le disait Ondine et comme vous le disiez à l'instant, de faire en sorte qu'on casse ces silos entre d'un côté des entreprises, de l'autre des politiques et encore d'autres acteurs qui sont présents dans une économie globale. Et c'est indispensable en fait de vivre ensemble une expérience et notamment avec cette approche collective qui fait qu'on va se dire on a besoin l'un de l'autre en fait. Vous avez besoin des entreprises, nous on a besoin de décisions politiques, on a besoin de personnes engagées et on a aussi besoin de consommateurs et d'acteurs qui vont accélérer le mouvement. Donc je pense que c'est important de vivre quelque chose et bien entendu on peut faire beaucoup de choses de façon rationnelle et la science pour le coup nous apporte un certain nombre d'éléments et également se dire pourquoi on fait ça. Qu'est-ce qui va se passer en fait une fois qu'on aura pris ces décisions et en tout cas moi personnellement je le fais pour la génération, déjà ma génération mais aussi la génération de mes enfants qui aujourd'hui rentrent dans un univers qui est quand même pas fantastique. Il y a 25 ans, moi je ne me posais pas toutes ces questions et je pense qu'ils s'en posent beaucoup aujourd'hui et c'est indispensable de leur partager aussi un narratif positif parce que changer de façon contrainte parce qu'on se dit on va pouvoir moins voyager, on va pouvoir moins facilement chauffer chez soi, on va pouvoir moins facilement faire un certain nombre de choses, c'est pas génial en fait, ça donne pas forcément envie. Donc je pense que une des responsabilités qu'on a tous collectivement, c'est de donner envie aux générations futures aussi de se retrousser les manches et de travailler avec nous pour un futur positif. Parce que si on nous dit qu'il va faire très chaud, que ça va être très désagréable, ça peut être compliqué en tout cas pour donner envie aux nouvelles générations de contribuer à la fois sur une œuvre politique, leur donner envie de faire partie de groupes politiques et de s'engager, ou au sein des entreprises en fait. Donc en tout cas en ce qui me concerne, c'est d'essayer d'embarquer une communauté, je dirais presque une tribu, pour faire en sorte qu'on soit un petit peu plus intégré avec la nature. Voilà. Je vous rejoins sur le fait que travailler sur les sujets de transition écologique et de préservation de la biodiversité, c'est avant tout un sujet de justice sociale, parce que ce sont souvent les plus modestes d'entre nous qui sont les plus durement impactés par les conséquences du réchauffement climatique. Et puis, c'est un enjeu aussi pour les générations futures, pour créer un avenir désirable. C'est important aussi en France d'être capable de regarder ce qui marche, le verre à moitié plein et pas uniquement le verre à moitié vide. Parce que si on veut finalement associer l'ensemble des citoyens et renforcer la capacité d'agir, il faut valoriser les efforts qui sont faits avant de critiquer toujours ce qui manque. Donc je pense que vous êtes dans une démarche positive, bienveillante et je vous remercie aussi de partager ça avec le responsable politique que je suis. Merci. Merci à vous. Merci.